Une nuit avec le milliardaire, et elle a disparu sans laisser de traces. Des années plus tard, elle réapparaît, en tant que nouvelle patronne. Il pensait l'avoir oubliée, mais le passé réclame son dû, et le secret qu'elle porte pourrait détruire tout ce qu'il a construit. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le salon du Palais des Arts à Lyon resplendissait sous les lustres de cristal par cette soirée. D'automne, Antoine Dubois ajusta son masque vénitien noir, observant la foule qui dansait dans un tourbillon de couleurs et de mystères. À 32 ans, il était déjà connu comme le prodige du marché immobilier lyonnais, mais ce soir-là, protégé par l'anonymat du masque, il se sentait étrangement vulnérable. Le bal masqué de l'élite lyonnaise était l'événement le plus attendu de l'année, une tradition remontant à 3 générations. Antoine avait l'habitude de diriger des réunions, de conclure des affaires millionnaires et de dicter les tendances du marché, mais là, au milieu de cette mer de visages cachés, quelque chose le troublait. Peut-être était-ce le poids des attentes de sa mère Élodie Dubois, la matriarche qui avait transformé une petite entreprise familiale en un empire du bâtiment. Il se servit une coupe de champagne, observant les couples qui tournoyaient au son de l'orchestre. C'est alors que le temps sembla se figer. Une femme en robe rouge écarlate traversa le salon, son masque doré reflétant la lumière des lustres comme de petites étoiles. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de se mouvoir, qui l'hypnotisa instantanément. Leurs regards se croisèrent à travers les masques, et Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, une connexion inexplicable, comme s'ils se connaissaient depuis des millénaires. Sans réfléchir, il marcha vers elle. La musique changea pour une valse douce, et il tendit la main en une invitation silencieuse. « On ne demande pas la permission avant de danser d'habitude », demanda-t-elle avec un sourire énigmatique, sa voix mélodieuse portant un léger accent qu'il ne parvint pas à identifier. « Parfois, le moment exige de l'audace », répondit-il, se surprenant lui-même par cette réponse spontanée. Elle accepta sa main et lorsqu'ils commencèrent à danser, le monde autour sembla disparaître. La conversation coula naturellement, comme s'ils étaient de vieux amis se retrouvant. Elle avait un sens de l'humour aiguisé et une intelligence qui le fascinait. Ils parlèrent d'art, d'architecture, de rêve et de peur, gardant toujours leurs véritables identités protégées par le mystère des masques. « Savez-vous ce qui m'intrigue le plus dans l'architecture » commenta-t-elle tandis qu'ils tournoyaient. « Comment un espace peut complètement façonner l'expérience humaine? Comment les murs et les vides peuvent créer des histoires? Et quelles histoires aimeriez-vous créer ?» demanda Antoine, sincèrement intéressé. « Je veux construire des lieux qui fassent sentir les gens vivants, qui leur fassent croire aux possibilités. Des espaces qui racontent des histoires d'espoir. » Cette réponse le toucha profondément. Dans son monde de chiffres et d'affaires, il rencontrait rarement quelqu'un qui parlait d'architecture avec autant de passion et de sensibilité. La nuit avançait et ils continuaient à danser, à parler, partageant rires et silences chargés de sens. À un moment donné, ils s'arrêtèrent sur l'une des balcons du palais. La pleine lune baignait la ville de sa lumière argentée et l'air était parfumé par l'odeur des gardénias du jardin. Antoine ressentit une urgence inexplicable à se révéler, à connaître véritablement cette femme qui, en quelques heures, avait éveillé en lui des sentiments dont il ignorait l'existence. « Peut-être devrions-nous, » commença-t-il, à dire, portant les mains à son masque, mais fut interrompu par la sonnerie stridente d'un téléphone. La femme en robe rouge vérifia rapidement son portable et son expression changea instantanément. « Je dois y aller, dit-elle d'une voix pressante. Maintenant. »« Attendez, tenta de la retenir Antoine. Comment puis-je vous retrouver ?» Elle hésita un instant, comme si elle voulait dire quelque chose d'important. Ses yeux, visibles à travers le masque doré, semblaient contenir un univers de mots non dits. Puis avec un dernier regard qui resterait à jamais gravé dans la mémoire d'Antoine, elle disparut dans la foule, ne laissant que l'écho de ses pas précipités et le doux parfum de jasmin dans l'air. Antoine essaya encore de la suivre, mais il était impossible de distinguer une robe rouge au milieu du kaléidoscope de couleurs qui emplissait le hall. Quand il parvint enfin à l'entrée principale, plus aucune trace d'elle. Seul restait le mystère d'une rencontre qui changerait sa vie à jamais,
même s'il l'ignorait encore. 8 ans avaient passé depuis cette nuit magique au Palais des Arts. Antoine Dubois, désormais âgé de 40 ans, contemplait la ville depuis les baies vitrées de son bureau au 30e étage. L'entreprise Dubois était devenue la plus importante de la région et il était à l'origine de son expansion fulgurante. Pourtant, aucun succès professionnel ne parvenait à combler le vide laissé par cette nuit de bal masqué. L'interphone retentit, interrompant ses pensées. « Monsieur Dubois, la réunion du projet Horizon va commencer », annonça son assistante. Le projet Horizon était le plus grand pari de l'entreprise à ce jour. Un complexe durable qui révolutionnerait la skyline de Lyon. La presse était en effervescence depuis l'annonce de l'architecte choisi pour diriger le projet. Une professionnelle qui s'était fait remarquer sur la scène internationale pour ses propositions innovantes. Antoine ajusta sa cravate et se dirigea vers la salle de réunion. Le brouhaha des journalistes et photographes créait une atmosphère électrique. Il prit place à la table, aux côtés de sa mère, Élodie, qui conservait sa posture imposante habituelle. « Mon fils, as-tu rencontré l'architecte pendant le processus de sélection ?» demanda Élodie avec ce ton qui semblait toujours cacher quelque chose. « Non, mère. Vous avez tenu à ce que le processus reste strictement confidentiel. Vous vous souvenez ?» Avant qu'Élodie ne puisse répondre, les portes s'ouvrirent. Le temps sembla ralentir lorsqu'elle entra dans la pièce. Sophie Laurent avançait avec la même élégance qu'Antoine avait gardée en mémoire depuis le bal, sans savoir que c'était elle. Son tailleur bleu marine contrastait avec ses cheveux, châtain relevés en un chignon élégant, mais ce furent ses yeux qui le paralysèrent, les mêmes yeux qui l'avaient ensorcelé derrière un masque doré 8 ans plus tôt. Sophie le reconnut aussitôt. Une fraction de seconde, son masque professionnel vacilla, mais elle se reprit rapidement. Les flashs des appareils photo capturèrent cet instant d'hésitation, bien que personne d'autre qu'eux n'en comprit la véritable signification. « Bonjour à tous », commença-t-elle, d'une voix maîtrisée mais avec ce même timbre qui hantait les rêves d'Antoine. « C'est un honneur d'être ici pour présenter notre vision pour le projet Horizon. » La présentation fut impeccable. Sophie démontra une maîtrise extraordinaire, non seulement technique, mais aussi de la sensibilité nécessaire pour créer des espaces véritablement transformateurs. Antoine observait hypnotisé, tandis qu'elle expliquait chaque détail du projet, reconnaissant dans ses mots les mêmes idéaux qu'ils avaient partagés cette lointaine soirée. Le projet Horizon ne sera pas simplement un autre projet immobilier, expliquait-elle, projetant des images d'un complexe qui semblait défier la gravité. Ce sera un jalon dans l'histoire de notre ville, un exemple de comment l'architecture peut créer des connexions significatives entre les gens. Après la présentation, alors que les journalistes s'approchaient pour poser des questions, Antoine remarqua quelque chose de familier dans la façon dont Sophie gesticulait, dans son léger mouvement de tête, lorsqu'elle souriait. Chacun de ces gestes réveillait des souvenirs de cette nuit unique, faisant battre son cœur plus vite. À la fin de la conférence, alors que la salle commençait à se vider, leurs regards se croisèrent à nouveau. Le poids de 8 années de recherche et de questions sans réponse planait entre eux. Sophie fut la première à rompre le contact visuel, rassemblant ses affaires avec des mains légèrement tremblantes. « Mademoiselle Laurent », appela Antoine, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Pourrions-nous discuter de certains détails du projet dans mon bureau ?»« Bien sûr, monsieur. Dubois », répondit-elle avec professionnalisme, bien que sa voix trahisse une note de tension. « Mais je dois d'abord passer un coup de fil, si vous permettez. » Antoine la regarda quitter précipitamment la salle, son téléphone à la main. À travers les portes vitrées, il la vit composer un numéro avec urgence. Ses lèvres formaient des mots qu'il ne pouvait entendre, mais son expression trahissait une inquiétude sincère. Ce qu'Antoine ignorait, c'est qu'à l'autre bout de la ligne, une fillette de 8 ans attendait anxieusement des nouvelles de sa mère, assise à son pupitre à l'école, dessinant un de ses précoces projets architecturaux. Une enfant dont les yeux verts étaient identiques aux siens. Sophie rentra chez elle épuisée après une journée qui semblait avoir duré une éternité. Elle trouva sa fille, Camille, penchée sur la table du salon, concentrée sur un de ses dessins d'architecture. Son cœur se serra en remarquant comment la petite mordillait sa lèvre inférieure en travaillant, exactement comme Antoine le faisait lors de la présentation plus tôt. « Maman !» Camille courut l'embrasser, ses yeux verts brillants d'excitation. « Regarde ce que j'ai fait aujourd'hui à l'école, c'est pour la foire scientifique. »
Sophie examina le dessin que sa fille lui tendait, sentant son sang se glacer. C'était une maquette parfaitement détaillée du siège social de l'entreprise du bois. Camille avait saisi chaque courbe, chaque angle du bâtiment, emblématique avec une précision impressionnante pour son âge. « C'est magnifique, mon amour », parvint-elle à dire, dissimulant son inquiétude. « Où as-tu vu ce bâtiment ?»« Dans le magazine que le professeur a apporté. J'ai trouvé sa forme tellement différent, comme s'il racontait une histoire, tu vois ?» répondit Camille, utilisant exactement les mêmes mots que Sophie avait dit à Antoine cette nuit du bal. Le téléphone sonna, la surprenant. C'était Claire, sa meilleure amie et baby-sitter occasionnelle de Camille. « Sophie, tu dois voir ça. Une vidéo du moment où toi et Antoine Dubois vous êtes retrouvés à la conférence circule. Les gens spéculent sur vous, sur les réseaux sociaux. » Sophie s'assit lourdement sur le canapé. Le passé qu'elle avait tant essayé de garder enfermé commençait à lui échapper comme du sable fin. Elle se souvint du jour où elle avait découvert sa grossesse, 2 semaines après le bal, de la douloureuse décision de continuer seule, sans même connaître le nom du père de sa fille, du regard désapprobateur de ses parents conservateurs qui l'avaient chassée de chez eux. À l'époque, elle n'était qu'une étudiante en architecture en dernière année. Ce furent des mois de lutte entre les études, un job à mi-temps et une grossesse qui suscitait des chuchotements dans les couloirs de la fac. Mais chaque difficulté ne faisait que la renforcer. Elle obtint son diplôme avec mention, décrocha son premier projet important et construisit peu à peu une solide réputation sur le marché. « Maman, ça va ?» La voix de Camille la ramena au présent. « Tu as encore ton air inquiet. » Sophie sourit, attirant sa fille contre elle. « Je vais très bien, mon amour. Je pensais juste au nouveau projet. Ce grand bâtiment que tu vas construire, raconte-moi en plus. » Tandis que Sophie décrivait le projet Horizon à sa fille, en essayant de garder un ton détendu, elle observait chaque réaction, chaque expression de la petite. C'était comme voir Antoine en miniature, les mêmes gestes réfléchis, la même étincelle dans le regard quand elle parlait d'architecture. L'interphone retentit, annonçant une livraison. C'était une enveloppe de l'entreprise Dubois, contenant les contrats qu'elle devait relire. Avec un mot manuscrit, « Nous devons parler. » Ah. Sophie rangea rapidement le mot, mais son cœur battait la chamade. Comment garder son professionnalisme quand chaque rencontre avec Antoine risquait de révéler le secret qui changerait leur vie à tous? Cette nuit-là, après avoir couché Camille, Sophie resta éveillée pendant des heures, repassant mentalement les événements de la journée. Elle se souvint du moment où leurs regards s'étaient croisés en réunion, de l'électricité dans l'air, de cette même connexion inexplicable qu'ils avaient ressentie au bal. Dans sa chambre, Camille dormait, serrant contre elle un carnet de dessin. Sur la page ouverte, il y avait une esquisse de ce qui ressemblait à un jardin suspendu, étrangement similaire à ce qu'Antoine avait décrit comme son endroit parfait pendant cette unique danse qu'ils avaient partagée. Le téléphone vibra à nouveau. C'était un message de Nicolas, son collègue à l'entreprise Dubois. « Nous devons parler d'urgence. J'ai découvert quelque chose que tu dois savoir. » Le ton du message lui retourna l'estomac. Quelque chose lui disait que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Antoine ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. L'image de Sophie dominait ses pensées, accompagnée de dizaines de questions sans réponse. Comment ne l'avait-il pas reconnue plus tôt, pendant le processus de sélection? Pourquoi semblait-elle si perturbée en le voyant? Et pourquoi avait-il le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus profond, qui attendait d'être découvert? « Mon fils, nous devons parler de l'architecte. » Élodie entra dans son bureau sans prévenir, comme à son habitude. Son expression était un mélange d'inquiétude et de détermination. « Maman, nous en avons déjà discuté. Sophie Laurent est la meilleure professionnelle pour le projet. Son portfolio est impressionnant, ses références sont impeccables. Ce n'est pas une question de qualification, » l'interrompit Élodie, s'asseyant face à lui. « C'est la manière dont tu l'as regardée aujourd'hui, comme si tu la connaissais. » Antoine ajusta sa cravate, un tic nerveux qu'il avait depuis l'adolescence. « C'est ton imagination. »« Mon imagination ?» Élodie sourcilla. « La vidéo de votre rencontre circule déjà sur les réseaux sociaux. Les gens spéculent sur une possible romance secrète entre vous. »« C'est ridicule, » répondit Antoine, mais sa voix trahissait une note d'incertitude. « Vraiment? Alors pourquoi as-tu fait livrer les contrats chez elle en personne, avec un mot ?» Antoine fixa sa mère, surpris. « Comment tu ?»
Je suis toujours au courant de tout, mon fils. C'est mon travail de protéger cette famille et cette entreprise. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, son assistante entra précipitamment. « Monsieur Dubois, vous devez voir ça. La foire scientifique de l'école Montessori commence demain et vous avez été invité à faire partie du jury. C'est un événement important pour notre politique de responsabilité sociale. » Antoine prit le dépliant qu'elle lui tendait et son cœur faillit s'arrêter. Sur la couverture, il y avait une photo d'une maquette impressionnante, une réplique parfaite du siège social de l'entreprise, créée par une élève de 8 ans nommée Camille Laurent. « Laurent ?» murmura-t-il, sentant le monde tourner autour de lui. « Oui, apparemment, c'est une prodige de l'architecture », commenta l'assistante, sans remarquer son trouble. « Sa mère est aussi architecte, paraît-il que… » « Vous pouvez partir », coupa Élodie sèchement, congédiant l'assistante. Lorsqu'ils furent seuls à nouveau, ses yeux se fixèrent sur Antoine avec une intensité dérangeante. « Mon fils, cela fait combien de temps ce bal masqué ?» Antoine sentit son sang se glacer. « 8 ans, répondit-il machinalement, avant que la réalisation ne le frappe comme un éclair. « Mère, tu ne suggères pas que… » « Je fais simplement des calculs, répliqua Élodie froidement en se levant, et tu devrais en faire autant. Cette nuit-là, Antoine se rendit au Palais des Arts. Le lieu était fermé à 7 heures, mais le gardien le reconnut et lui permit d'entrer. Il se dirigea vers la terrasse où il avait parlé avec la femme en robe rouge, sachant désormais qu'il s'agissait de Sophie. Les souvenirs de cette soirée l'assaillirent avec une force brutale. La danse, les conversations, cette connexion inexplicable. Et maintenant, une possibilité qu'il n'avait jamais envisagée. Son téléphone vibra. C'était un message de Nicolas, l'un des architectes de l'équipe. « Monsieur Dubois, j'ai découvert quelque chose à propos de Sophie Laurent que vous devez savoir. C'est urgent. » Simultanément, il reçut un email de l'école confirmant sa participation en tant que jury à la foire scientifique. En pièce jointe, une photo plus détaillée de la maquette de Camille. Antoine zooma sur l'image, étudiant chaque détail. La précision était stupéfiante, mais ce fut un petit détail qui fit bondir son cœur. Au sommet du bâtiment, la fillette avait ajouté un jardin suspendu, identique à celui dont il avait toujours rêvé, un rêve qu'il n'avait partagé qu'avec une seule personne, lors d'une nuit masquée 8 ans plus tôt. L'auditorium de l'école Montessori grouillait d'activité ce jeudi matin. Des parents fiers, des enseignants enthousiastes et des enfants impatients circulaient entre les tables chargées de projets scientifiques et artistiques. Au centre de la salle, la maquette de Camille Laurent attirait tous les regards. Une reproduction méticuleuse qui capturait non seulement la structure physique du bâtiment du bois, mais aussi son essence architecturale. Sophie ajustait nerveusement son collier en observant sa fille expliquer le projet aux visiteurs. Camille gesticulait avec enthousiasme, ses yeux verts brillants alors qu'elle décrivait chaque détail de la construction. Vous voyez comment la lumière naturelle est exploitée grâce à ces panneaux et comment la structure semble flotter alors qu'elle est parfaitement équilibrée. Impressionnant, commenta une voix masculine derrière Sophie, la faisant sursauter. Antoine Dubois était là, debout, regardant alternativement Camille et sa maquette, une expression indescriptible sur son visage. « Monsieur Dubois », parvint à dire Sophie, gardant une voix professionnelle. « Je ne savais pas que vous feriez partie du jury. »« Moi non plus, jusqu'à hier, » répondit-il sans quitter Camille des yeux. « Votre fille est extraordinaire. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Camille remarqua leur présence et courut vers eux. « Maman, c'est l'immeuble que tu vas rénover, n'est-ce pas? Je l'ai vu dans les magazines. » Antoine s'accroupit pour être à la hauteur de la petite fille. « Bonjour Camille, je suis Antoine Dubois. Tu as fait un travail incroyable avec cette maquette. »« Merci. Vous êtes le propriétaire de l'immeuble, n'est-ce pas? J'adore le jardin suspendu que vous prévoyez de construire au sommet. Ce sera comme un petit morceau de ciel au milieu de la ville. » Antoine pâlit visiblement. Sophie sentit l'air lui manquer. Cette information sur le jardin suspendu n'était dans aucun magazine. C'était un souhait personnel qu'Antoine n'avait partagé que lors du bal masqué. « Camille, ma chérie, » intervint rapidement Sophie, « pourquoi n'irais-tu pas montrer ton projet au professeur Martin ?» Lorsque la fillette s'éloigna, un silence pesant s'installa entre eux. Antoine se tourna finalement vers Sophie, son regard cherchant des réponses qu'elle n'était pas prête à donner. Comment savait-elle pour le jardin?
demanda-t-il d'une voix basse et intense. « Elle a dû le voir quelque part, répondit Sophie évasivement, bien qu'elle sache que c'était impossible. Non, elle ne l'a pas vu, parce que je n'ai jamais partagé cette idée avec personne, sauf... Il marqua une pause significative. Avec une femme en robe rouge, il y a 8 ans. Le moment fut interrompu par Nicolas, qui s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Sophie, quelle coïncidence de vous trouver ici. Monsieur Dubois, pouvons-nous parler en privé? C'est au sujet de cette affaire dont je vous ai parlé. » Sophie observa les deux s'éloigner, son cœur battant la chamade. À l'expression de Nicolas, elle comprit qu'il avait découvert quelque chose. Son esprit revint à la veille, lorsqu'il avait envoyé ce message énigmatique. Camille revint vers elle, l'enlaçant par la taille. « Maman, monsieur Dubois a les mêmes yeux que moi, et il fait ce truc avec ses sourcils exactement comme tu disais, tant que papa le faisait. » Sophie sentit le monde tourner. Comment expliquer à une enfant de 8 ans que son père était là en train d'évaluer son projet scientifique sans savoir qu'elle existait? Comment la protéger des conséquences d'une vérité qui commençait à émerger? De l'autre côté de la salle, elle vit Nicolas gesticuler vivement devant Antoine qui pâlissait à chaque mot. Élodie Dubois venait d'entrer dans l'auditorium, ses yeux perçants scrutant la pièce jusqu'à tomber sur Sophie et Camille. À cet instant, Camille se mit à tousser violemment, une crise qui se répétait avec une fréquence inquiétante ces dernières semaines. Sophie la serra contre elle, tentant de la calmer, mais la toux ne cessait pas. Antoine fit mine de s'approcher, l'inquiétude évidente sur son visage, mais Élodie l'arrêta d'un geste ferme. « Mademoiselle Laurent !» La voix d'Élodie trancha l'air comme une lame. « Nous devons parler, tout de suite. » Nicolas observait la scène se dérouler avec un sourire calculé. Après des semaines d'enquête sur Sophie Laurent, il tenait enfin toutes les pièces du puzzle. L'acte de naissance de Camille, les dates qui coïncidaient parfaitement avec le bal masqué, les ressemblances indéniables avec Antoine Dubois, tout s'assemblait parfaitement. « Alors, monsieur Dubois, commença-t-il, savourant chaque mot, ne trouvez-vous pas curieuse la ressemblance entre la petite Camille et certaines personnes de la famille Dubois ?» Antoine sentit le sang lui monter à la tête. « Soyez direct, Nicolas. Que voulez-vous ?»« Je veux ce qui m'est dû, » répondit-il, baissant la voix. « Le poste de directeur de projet qui a été donné à Sophie. Elle l'a obtenu par mérite, dit-on. Mais maintenant, je me demande s'il n'y aurait pas d'autres raisons. » De l'autre côté de la salle, Élodie emmena Sophie dans une pièce vide, refermant la porte derrière elle. Camille était restée sous la surveillance de Claire, arrivée en hâte après un appel affolé de Sophie. « Mademoiselle Laurent, » commença Élodie d'une voix glaciale, « j'admire votre astuce. Non seulement elle a obtenu le poste de ses rêves, mais elle s'est aussi rapprochée de mon fils d'une manière particulière. » « Madame Dubois, ce n'est pas ce que vous croyez, » tenta de plaider Sophie, mais Élodie l'interrompit d'un geste. « Ne vous moquez pas de moi. J'ai ici... » Elle sortit une enveloppe de son sac. « L'acte de naissance de votre fille. La date de conception correspond parfaitement à un certain bal masqué. Intéressant, n'est-ce pas ?» Sophie sentit son sang se glacer. « Que voulez-vous ? » « Je veux que vous vous éloigniez. Démissionnez du projet, trouvez une excuse quelconque. Mon fils est sur le point d'épouser Chloé Moncler, la fille de notre plus grand investisseur. Je ne permettrai pas qu'un scandale de cette ampleur ruine des années de planification. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » répondit Sophie, retrouvant sa force. « Ce projet est le mien, j'ai obtenu cette position à mes propres mérites. »« Ah, ma chère, » Élodie sourit froidement, « je peux faire bien plus. Et si on lançait une enquête sur la façon dont vous avez réellement obtenu ce poste ? Ou peut-être quelques interrogations sur votre capacité à concilier la maternité solo avec un projet de cette envergure. » Pendant ce temps, dans le couloir, Camille eut une nouvelle quinte de toux, plus forte que la précédente. Claire, inquiète, décida de l'emmener aux urgences les plus proches. Antoine, qui passait par là à ce moment-là, entendit la crise et s'approcha instinctivement. « Elle a besoin d'aide médicale, » dit Claire, angoissée. « Ces épisodes deviennent de plus en plus fréquents. »« Je vous emmène, » proposa Antoine sans hésiter, une inquiétude paternelle qu'il ne comprenait pas encore totalement s'emparant de lui. Sur le chemin de l'hôpital, Camille s'appuya contre la banquette arrière, respirant avec difficulté. « Oncle Antoine, dit-elle entre deux quintes, vous collectionnez aussi des miniatures de bâtiments célèbres? J'en ai une identique à celle que vous
avait montré à maman au bal. Antoine faillit perdre le contrôle de la voiture. Cette information concernait également le bal masqué. Il avait montré sa collection de miniatures architecturales via des photos sur son téléphone. À l'hôpital, en attendant d'être reçu, le médecin demanda les antécédents familiaux complets. Claire, embarrassée, admit ne pas avoir toutes les informations. « Nous devons connaître les maladies héréditaires », insista le médecin, surtout du côté paternel. Antoine, assis dans la salle d'attente, entendait tout. Son cœur battait. De plus en plus fort, les pièces du puzzle s'assemblant une à une dans son esprit. Son téléphone vibra. C'était un message de Nicolas. « J'ai une proposition intéressante pour vous. Ou plutôt, j'ai des informations qui pourraient intéresser autant monsieur que votre mère. Et si nous nous rencontrions pour discuter de l'avenir de mademoiselle Laurent dans l'entreprise ?» Au même moment, Sophie quittait la pièce où elle avait parlé avec Élodie, ses mains tremblantes en recevant le message concernant Camille à l'hôpital. Son regard croisa celui d'Antoine dans le couloir, et à cet instant, ils surent tous d'eux qu'ils ne pouvaient plus fuir la vérité qui les unissait. Le couloir de l'hôpital semblait interminable, tandis que Sophie courait vers le service pédiatrique. Elle trouva Antoine assis dans la salle d'attente, le visage empreint d'inquiétude. Leurs regards se rencontrèrent, chargés de mots non dits. « Comment va-t-elle » demanda Sophie, essayant de garder son calme. « Le médecin est avec elle en... » « Ce moment, » répondit Antoine en se levant. « Sophie, nous devons parler. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le docteur Lefebvre apparut dans le couloir. « Madame Laurent, pouvons-nous parler en privé ?»« Ce que vous direz ici. » Sophie respira profondément, regardant Antoine. Il peut l'entendre. La médecin acquiesça, consultant son dossier. Camille présente des symptômes d'une affection respiratoire rare, qui pourrait avoir une composante génétique. Nous avons besoin des antécédents familiaux complets pour un diagnostic précis. Sophie sentit le poids du regard d'Antoine sur elle. La médecin poursuivit. Les antécédents paternels sont particulièrement importants. Cette affection spécifique a une incidence plus élevée lorsqu'il y a des cas dans la famille du père. Commença Sophie, mais elle fut interrompue par le bruit de talons dans le couloir. Élodie Dubois approchait, ses yeux étincelants de détermination. « Sophie, » dit la matriarche d'une voix contrôlée, « je croyais que nous étions déjà parvenus à un accord concernant votre retrait du projet. »« Quel accord ?» intervint Antoine, sa voix chargée de suspicion. À ce moment, le téléphone de Sophie vibra. C'était un message de Nicolas. « Réunion d'urgence du conseil demain. Votre position sur le projet sera réévaluée. À moins que vous ne souhaitiez négocier, » Camille apparut à la porte du cabinet, encore pâle mais souriante. « Maman, regarde, la docteure m'a donné une sucette bleue, comme celle que monsieur Dubois disait avoir eue quand il était petit et qu'il avait de l'asthme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine pâlit. Il n'avait mentionné ce détail précis de son enfance qu'une seule fois, lors de cette soirée au bal. « Comment ?» commença-t-il, mais il fut interrompu par Chloé Moncler, sa fiancée qui arrivait à l'hôpital de manière inattendue. « Antoine, mon chéri, je suis venu dès que j'ai su. Élodie m'a dit que tu étais ici à cause d'une urgence avec la fille de l'architecte du projet. » Sophie observa la scène se dérouler comme au ralenti. La fiancée élégante d'Antoine, l'expression calculatrice d'Élodie, le regard confus de Camille et Antoine. Antoine qui regardait maintenant sa fille comme s'il la voyait pour... La première fois, vraiment la voyait. « Chloé, » dit-il lentement, « je dois régler quelque chose d'important ici. »« Plus important que notre dîner avec les investisseurs ?» demanda Chloé, sa voix mielleuse dissimulant mal son irritation. Sophie profita de la distraction pour prendre Camille par la main. « Allons, ma chérie, nous devons rentrer à la maison. »« Maman, » protesta Camille, « je voulais montrer mon nouveau dessin à oncle Antoine. C'est un projet spécial, avec ces grandes fenêtres dont il a dit qu'il voulait construire un jour. » Élodie. Tout sauta significativement. « Antoine, les Moncler nous attendent pour discuter de la fusion des entreprises. Nous ne pouvons pas être en retard. » Sophie sentait le monde tourner autour d'elle. Les menaces voilées d'Élodie, le chantage de Nicolas, la santé de Camille, le regard dévasté d'Antoine. Tout se mélangeait en un tourbillon d'émotions et de responsabilités. « Sophie, » appela Antoine, sa voix rauque d'émotion. « Ne pars pas, nous devons penser à ce qui est mieux pour tout le monde, » l'interrompit-elle, les paroles d'Élodie résonnant dans son esprit. « Surtout
Pour Camille. Alors qu'elle s'éloignait dans le couloir avec sa fille, Sophie pouvait sentir le poids des regards dans son dos. Son esprit travaillait frénétiquement, essayant de trouver une issue qui protégerait sa fille sans sacrifier tout ce qu'elle avait accompli. Sur le parking, elle trouva une enveloppe sur son pare-brise. À l'intérieur, une vieille photo du bal masqué. Elle et Antoine en train de danser, leurs masques brillant sous les lumières. Au verso, un message de Nicolas. « Demain, 9 h, mon bureau, où cette photo tombera entre les bonnes mains. » Antoine resta à l'hôpital bien après le départ de Sophie et Camille. Assis sur la même chaise dans la salle d'attente, il revivait chaque moment des dernières heures, chaque détail qui prenait maintenant un sens écrasant. Les yeux verts de Camille, identiques aux siens, le talent naturel pour l'architecture, les petites manières dont elle s'exprimait, si semblables aux siennes. « Mon fils », Élodie revint après avoir accompagné Chloé jusqu'à la voiture, « ne fait rien d'irréfléchi. »« Comment avez-vous pu ?» demanda-t-il, la voix tremblante de colère contenue. « Menacer Sophie? Essayer de la forcer à abandonner? Le projet? Je te protège. Je protège notre famille, notre entreprise. Ce mariage avec Chloé n'est pas seulement une union personnelle, c'est une alliance commerciale vitale pour l'avenir d'entreprise Dubois. Ça et Camille, elle ne fait pas partie de la famille ?» Élodie soupira et s'assit à côté de son fils. « Antoine, sois réaliste. Cette femme apparaît soudainement avec un enfant qui serait le tien, juste au moment où tu es sur le point de prendre le contrôle total de l'entreprise. Tu ne vois pas que cela pourrait être un piège. »« Vous n'étiez pas là cette nuit-là, » répondit Antoine en se levant. « Vous n'avez pas vu comment c'était. Vous n'avez pas ressenti ce que nous avons ressenti. » Les sentiments ne bâtissent pas des empires, mon fils. Ton père m'a appris cela. De l'autre côté de la ville, Sophie essayait de coucher Claire. La petite était encore agitée par les événements de la journée, surtout par la présence d'Antoine. « Maman, » Cara demanda Claire en serrant son ours en peluche. « Pourquoi oncle Antoine a-t-il été si bizarre quand j'ai parlé de la sucette bleue et pourquoi sa grand-mère ne nous aime pas ?» Sophie s'assit au bord du lit, le cœur serré. « Comment ?» Expliquer à une enfant de 8 ans la complexité du monde des adultes. Comment la protéger sans lui cacher la vérité qu'elle avait le droit de connaître? Parfois, ma chérie, les adultes ont des problèmes compliqués à résoudre, répondit-elle en caressant les cheveux de sa fille. Comme les problèmes de tes projets? Quand tu passes toute la nuit à dessiner jusqu'à trouver la solution parfaite. Sophie sourit tristement. Quelque chose comme ça. Maintenant, dors. Demain sera une longue journée. Une fois Claire endormie, Sophie retrouva Élodie dans le salon qui l'attendait avec une tasse de thé et un regard inquiet. « J'ai vu la photo que Nicolas a laissée, » dit Élodie sans détour. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas, » avoua Sophie en s'effondrant sur le canapé. « Si je cède à son chantage, je perds tout ce que j'ai accompli. Si je ne cède pas, il va tout révéler. Dans les deux cas, Camille sera affectée. Et si tu disais la vérité à Antoine, il semblait vraiment inquiet pour Camille aujourd'hui. Et risquer qu'il essaie de me prendre ma fille, ou pire, qu'il la rejette. » Le téléphone de Sophie. Sonatoes, c'était un numéro inconnu. Quand elle répondit, la voix de Chloé Moncler résonna glaciale à l'autre bout du fil. « Mademoiselle Laurent, je crois que nous devons parler. D'Antoine, du projet et de certaines questions familiales. » Sophie sentit un frisson. « Mademoiselle Moncler, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Oh, je crois que si. Nicolas m'a montré des preuves très intéressantes cet après-midi. Et si nous nous rencontrions demain pour un café, disons à 8 h, 1 heure avant son rendez-vous avec Nicolas, » comprit Sophie. Son monde s'écroulait de toutes parts. Cette même nuit, Antoine était dans son bureau à la maison, étalant de vieilles photos du bal masquées sur la table. Sur l'une d'elles, prise par un photographe de l'événement, lui et la femme en robe, Rouge dansait sous un rayon de lumière. Malgré les masques, on voyait clairement l'instant où leurs regards s'étaient croisés. Son téléphone vibra avec un message de Camille. Elle avait récupéré son numéro à l'hôpital, sans que personne ne s'en aperçoive. C'était une photo d'un dessin, le projet de jardin suspendu qu'elle avait créé, avec une dédicace qui lui arrêta le cœur. Pour vous, parce que maman dit toujours que les rêves partagés ont plus de chances de se réaliser. Le café du centre de Lyon était presque vide à cette heure matinale. Sophie arriva pile à 8 h, trouvant Chloé, Moncler déjà installée à une table discrète au fond de l'établissement.
La fiancée d'Antoine dégageait une élégance et un pouvoir impressionnant dans son tailleur impeccable. « Mademoiselle Laurent », Chloé sourit froidement, « merci d'être venue. Un café ? Allons droit au but, je vous prie, » répondit Sophie, gardant le professionnalisme qu'elle avait perfectionné au fil des années. « Comme vous voulez. » Chloé sortit une enveloppe de son sac. « Nicolas a été très prévenant de partager certaines informations avec moi, y compris cette photo du bal masqué. Curieux comme certaines coïncidences arrivent, n'est-ce pas ?» Sophie sentit son estomac se retourner. « Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous compreniez votre position. » Chloé se pencha en avant. « Le mariage avec Antoine n'est pas juste une union romantique, c'est une fusion d'empires. Les Montclair et les Dubois réunis seront imbattables sur le marché du bâtiment. Je ne permettrai pas qu'une aventure du passé ruine cela. » « Claire n'est pas une aventure du passé, » répondit Sophie, sa voix tremblante de colère contenue. « C'est ma fille. Et celle d'Antoine, apparemment, » compléta Chloé avec un sourire glaçant. « Mais va-t-il vouloir assumer cette responsabilité ? Surtout quand il saura que vous avez caché la vérité pendant 8 ans. » Avant que Sophie ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message de l'école. Camille avait eu un nouvel épisode de toux pendant le cours d'éducation physique. « Je dois y aller », se leva abruptement Sophie. « Ma fille !»« Ah oui, la petite Camille », l'interrompit Chloé. « J'ai entendu dire qu'elle avait besoin de soins médicaux spécialisés, des traitements coûteux, j'imagine. Ce serait dommage si vous perdiez votre poste à l'entreprise Dubois maintenant, non ?» Sophie se figea, les implications de la menace pesant sur ses épaules. À cet instant précis, Antoine entra dans le café. Ses yeux croisèrent ceux de Sophie, puis se fixèrent sur Chloé. « Alors c'est ce que tu fais si tôt, chérie ?» Sa voix était chargée d'une froideur que Sophie ne lui avait jamais entendue auparavant. « Antoine !» se leva Chloé, surprise. « Je ne faisais que menacer la mère de ma fille !» Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie sentit le monde tourner. Comment savait-il ? « J'ai passé toute la nuit à revoir chaque détail, » continua Antoine, s'approchant de la table. « Chaque coïncidence, chaque mot de Camille. Et puis, il y a 1 heure, j'ai reçu les résultats des examens que j'ai demandés hier soir. Le groupe sanguin rare qu'elle a, c'est le même que le mien. » Chloé retrouva rapidement son calme. « Antoine, mon chéri, tu ne réfléchis pas clairement. Cette femme t'a caché une fille pendant 8 ans. Comment peux-tu lui faire confiance ? Et comment puis-je te faire confiance ? Rétorqua-t-il. Comploter avec Nicolas, faire des menaces voilées. Le téléphone de Sophie sonna à nouveau. C'était l'école. L'état de Camille s'était aggravé et elle était emmenée à l'hôpital. « Je dois… » Où commença Sophie, mais Antoine avait déjà pris les clés de la voiture. « Je viens avec toi, » dit-il fermement. « Assez de secrets, assez de menaces. Notre fille a besoin de nous. »« Antoine !» appela Chloé, mais il était déjà sorti du café avec Sophie. Sur le chemin de l'hôpital, le silence entre eux était chargé de 8 années de mots non dits. Ce fut Sophie qui finit par le rompre. « Comment as-tu découvert pour les examens ? » Le docteur Lefebvre est une amie d'enfance. « De ma famille, » répondit-il, les yeux rivés sur la route. Quand elle a mentionné la condition respiratoire héréditaire, quelque chose a fait tilt. J'avais les mêmes symptômes, enfant. Je lui ai demandé de comparer les profils génétiques. Et maintenant ?» demanda Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Maintenant », répondit Antoine en se garant devant l'hôpital, « nous allons nous occuper de notre fille. Et après, nous avons 8 ans d'histoires à partager. » Lorsqu'ils entrèrent aux urgences, ils trouvèrent Claire déjà là tenant la main de Camille. La petite fille sourit en les voyant ensemble, comme si une partie d'elle avait toujours su que ce moment arriverait. « Oncle Antoine », appela-t-elle d'une voix faible, « j'ai fait un autre dessin du jardin suspendu. Tu veux voir ?» Le dessin de Camille tremblait légèrement dans ses petites mains, tandis qu'elle en montrait les détails à Antoine. C'était une version enfantine, mais étonnamment sophistiquée, du jardin suspendu qu'il avait imaginé il y a si longtemps. Les lignes, douces s'entrelaçaient avec une précision qui semblait impossible pour une enfant de 8 ans. « Tu vois ces courbes ici ?» indiqua Camille, sa respiration encore un peu saccadée. « Elles ressemblent à celles que maman utilise dans ses projets, mais les grandes fenêtres, celles-là, je les ai copiées sur ton bâtiment. »
Antoine s'assit au bord du lit, d'hôpital, étudiant chaque trait du dessin avec une attention respectueuse. Sophie observait la scène depuis la porte, son cœur partagé entre la peur et l'espoir. Le docteur Lefebvre venait de partir après avoir expliqué que Camille aurait besoin d'un traitement spécifique pour son état respiratoire, le même traitement qui avait fonctionné pour Antoine dans son enfance. « Camille, commença-t-il d'une voix douce, tu aimes vraiment l'architecture, n'est-ce pas ? » « J'adore. » Les yeux de la petite fille brillèrent. « Maman dit que c'est parce que c'est dans mon sang. Elle dit toujours que mon père était aussi un architecte brillant, mais qu'il ne savait pas pour moi. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Sophie s'avança, s'asseyant de l'autre côté du lit. « Ma chérie », elle commença, mais fut interrompue par l'arrivée brutale d'Élodie Dubois. La matriarche des Dubois s'arrêta à la porte, son regard évaluant la scène familiale devant elle. Pour la première fois, une ombre d'émotion véritable traversa son visage en voyant Camille. Il était impossible de nier à quel point la petite fille ressemblait à Antoine au même âge. « Alors c'est vrai », murmura Élodie, plus pour elle-même que pour les autres. « Mamie, Élodie !» s'exclama Camille, surprenant tout le monde. « Vous êtes venue voir mon dessin aussi ?»« Comment ? Comment sais-tu qui je suis ?» demanda Élodie, déconcertée. « J'ai vu votre photo dans le magazine avec oncle Antoine », répondit simplement Camille. « Vous portez toujours un collier de perles, comme celui que vous avez maintenant. » Élodie porta automatiquement la main à son collier, le même que son mari lui avait offert il y a des décennies lorsqu'ils avaient commencé à bâtir leur empire. « Antoine, » elle s'adressa à son fils, « les Montclair sont furieux. Chloé menace d'annuler la fusion. »« Qui l'annule ?» répondit Antoine avec un calme surprenant. « Certaines choses sont plus importantes que les affaires, maman. Vous devriez le savoir. »« Et que comptes-tu faire ?» questionna Élodie. « Reconnaître une fille dont tu ignorais l'existence? Tout risquer de ce que nous avons bâti? »« Non, » intervint Sophie d'une voix ferme. « Il ne reconnaîtra rien. Camille est ma fille, et je ne suis pas venu vers vous pour l'argent ou la position. Je suis venu parce que j'ai mérité cette opportunité, et je compte la garder de la même manière. »« Maman, » appela doucement Camille, « pourquoi tout le monde est si fâché? C'est à cause de mon dessin ?» Antoine se leva et s'approcha d'Élodie. « Maman, tu te souviens de ce que tu disais toujours sur les héritages? Comment chaque génération des Dubois devait construire quelque chose de plus grand que la précédente ?» Élodie hocha lentement la tête. « Regarde-la, » continua Antoine, désignant Camille. « Regarde ce talent naturel, cette créativité, cette passion pour l'architecture. Voilà le véritable héritage des Dubois, pas des fusions d'entreprises ou des alliances stratégiques. » « Et Nicolas ?» demanda Sophie. « Il a toujours la photo du bal. Il peut encore causer des problèmes. »« Nicolas ne sera plus un problème. » Une nouvelle voix s'immisça dans la conversation. Claire était à la porte, son téléphone à la main. « Je viens d'envoyer au conseil d'administration toutes les preuves de ses tentatives de chantage, y compris les enregistrements où il menaçait Sophie. » Élodie sourcilla, impressionnée par la loyauté et l'astuce de l'amie de Sophie. Camille, qui était restée silencieuse à observer la conversation des adultes, eut soudain une nouvelle quinte de tout. Antoine et Sophie se précipitèrent simultanément pour la soutenir, leurs instincts parentaux parfaitement synchronisés. « Du calme, ma chérie, » murmura Antoine en lui tenant la main. « Respire lentement, comme je le faisais quand j'étais petit. Ça va passer. » Élodie observa la scène, se souvenant soudain des nuits passées au chevet d'Antoine enfant, à combattre les mêmes symptômes. Son expression s'adoucit. « Mademoiselle Laurent. »« Sophie, » se reprit-elle, « nous devrions peut-être discuter du traitement de Camille. Je connais les meilleurs spécialistes en affections respiratoires du pays. » Sophie hésita, regardant Antoine, qui tenait toujours la main de Camille. Leur fille, non, leur fille, souriait, malgré sa respiration difficile, ses yeux verts, brillant de la même détermination qu'elle avait toujours admirée chez son père, sans même savoir qui il était. Les jours qui suivirent l'hospitalisation de Camille furent intenses pour tous. Le traitement commença immédiatement, suivant le même protocole qui avait fonctionné pour Antoine des années auparavant. Sophie avait pratiquement emménagé à l'hôpital, partageant son temps entre la chambre de sa fille et les réunions du projet qu'elle dirigeait par visioconférence dans un coin tranquille du couloir. Antoine était également présent dès qu'il le pouvait, arrivant tôt chaque matin avec un nouveau livre d'architecture pour enfants ou du matériel de dessin pour Camille,
La petite fille s'épanouissait sous cette attention, charmant l'équipe médicale avec ses explications détaillées sur les projets qu'elle créait depuis son lit d'hôpital. « Regarde, papa !» dit un matin Camille avec naturel, surprenant tout le monde, y compris elle-même. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Le silence qui suivit fut rompu par le sourire ému d'Antoine. « Qu'as-tu à me montrer, ma fille ?» Sophie, qui rangeait des médicaments sur la table de chevet, sentit des larmes lui monter aux yeux. Le mot « papa » semblait si naturel dans la bouche de Camille, comme si elle avait attendu 8 ans pour pouvoir le dire. « J'ai redessiné le jardin suspendu », expliqua Camille avec enthousiasme. « J'ai ajouté un espace spécial pour les enfants asthmatiques avec des plantes qui aident à respirer. L'infirmière me les a expliquées hier. » Élodie, qui entrait dans la chambre à ce moment-là, s'arrêta pour observer le dessin par-dessus l'épaule de sa petite fille. « De la lavande et du romarin », commenta-t-elle, étonnant. « Tout le monde par ses connaissances. J'en plantais dans le jardin quand Antoine était petit, pour les mêmes raisons. » Cette remarque en apparence anodine de la matriarche révélait un changement subtil mais significatif dans son attitude. Ces derniers jours, elle montrait un intérêt croissant pour Camille, venant souvent à l'hôpital, et à la surprise, de Sophie offrant un soutien sincère. « Madame Dubois » commença Sophie, mais elle fut interrompue. « Élodie, je t'en prie » la corrigea la matriarche en s'asseyant près du lit de Camille. « Je crois qu'il est temps d'abandonner. » « Les formalités, non ?» Antoine observait la scène avec un mélange de surprise et d'émotion. Sa mère, toujours si rigide et formelle, aidait maintenant Camille à ajuster l'inclinaison de sa planche à dessin, lui donnant des conseils sur la perspective et les proportions. Ce moment fut interrompu par l'arrivée de Claire, qui apportait des nouvelles importantes. « Sophie, je viens de sortir d'une réunion avec le conseil d'administration. Nicolas a été définitivement écarté après la présentation des preuves de chantage. » « Et Chloé ?» demanda Antoine tendu. « Elle a officiellement annulé les fiançailles et le retrait des Montclair du projet de fusion, » répond Claire, un petit sourire aux lèvres. « Apparemment, elle a préféré préserver sa dignité et partir vers de nouveaux horizons. » Élodie surprit encore une fois tout le monde. « Parfait, je n'ai jamais vraiment aimé l'idée de cette fusion. Je préfère garder le contrôle de l'entreprise dans la famille. » Son regard appuyé vers Sophie ne passa pas inaperçu. Camille, qui était restée silencieuse à écouter la conversation des adultes, eut soudain une idée. « Je sais, on pourrait utiliser l'espace prévu pour le nouveau bâtiment de la fusion pour réaliser mon projet de jardin suspendu. »« Quel projet ?» demanda Élodie, intriguée. « Celui que moi et Antoine étions en train de dessiner, » se reprit Camille, encore hésitante à utiliser le mot « père ». C'est un jardin spécial, avec des espaces pour les enfants. Comme moi qui ont des problèmes respiratoires. Sophie observa Antoine échanger un regard significatif avec sa mère. Quelque chose se tramait. Une idée prenait forme. « Camille, » dit Antoine doucement, « et si nous réalisions ton projet? Pas dans le cadre du projet Horizon, mais comme quelque chose de nouveau, qui nous appartienne. » Les yeux de la fillette s'illuminèrent. « Vraiment? On peut vraiment? En fait, intervint Élodie, sa voix empreinte de détermination professionnelle. Je pense que ce serait un excellent projet inaugural pour notre nouveau département d'architecture durable. Il nous faut juste la bonne architecte pour diriger l'équipe. » Son insistance sur Sophie était évidente. Sophie sentit le poids de ce moment. Ce n'était pas qu'une offre d'emploi. C'était une invitation à faire partie de la famille, à ses propres conditions, par son propre mérite. « Qu'en penses-tu, ma chérie ?» demanda Sophie à Camille, qui rayonnait désormais. « Je crois que je vais avoir besoin d'une plus grande planche à dessin, » répondit la fillette faisant rire tout le monde. Antoine s'approcha de Sophie, lui prenant discrètement la main. Ce contact lui était familier, comme si les 8 années de séparation n'avaient jamais existé. « Cette fois, » murmura-t-il, « nous construisons ensemble. » 3 semaines plus tard, Camille sortit de l'hôpital. Sa chambre s'était transformée en un petit atelier d'architecte avec des croquis couvrant les murs et une maquette en construction occupant la table de chevet. L'équipe médicale plaisantait en disant que c'était le premier projet architectural né dans un service pédiatrique. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda Sophie, en aidant sa fille à ranger ses fournitures de dessin. « Presque » répondit Camille, cherchant quelque chose dans son dossier. « Je dois te montrer quelque chose avant. »
Elle sortit un dessin soigneusement plié, révélant le projet le plus détaillé qu'elle ait jamais réalisé. C'était une maison, mais pas n'importe laquelle. Elle mêlait des éléments du style de Sophie à des touches caractéristiques des projets d'Antoine. Et au centre, un jardin suspendu qui servait de cœur à la construction. « C'est magnifique, ma chérie », commenta Sophie, reconnaissant les influences. « C'est pour qui ?»« Pour nous », répondit simplement Camille. « Il y a un bureau pour toi, un autre pour papa et un atelier rien que pour moi. Et regarde, elle désigna une zone spécifique, une chambre pour mamie Élodie quand elle voudra dormir là. » Antoine, qui venait d'entrer dans la chambre, entendit l'explication et sentit son cœur se serrer. Il s'approcha pour examiner le dessin, remarquant comment chaque détail avait été pensé pour unir les deux familles. Non, la famille qu'ils étaient devenus. « Je ne savais pas que tu planifiais une maison », commenta-t-il doucement. En fait, Camille mordit sa lèvre, un geste qui rappelait autant Sophie qu'Antoine. « J'ai commencé à dessiner le jour où tu as apporté ce livre sur Frank Lloyd Wright. Tu te souviens quand tu as dit que toute grande architecture commence par un rêve ?» Sophie observait l'interaction entre le père et la fille, émerveillée par la naturalité avec laquelle leur relation avait fleuri. C'était comme si les 8 années de séparation se comblaient à chaque moment partagé, à chaque découverte mutuelle. « Tu sais », commenta Élodie en entrant dans la chambre avec une liasse de documents, « le terrain à côté du parc écologique serait parfait pour ce projet. »« Ah, maman !» avertit Antoine, « ne précipite pas les choses. »« Je ne précipite rien », répondit Élodie avec un sourire énigmatique. « Je constate simplement que ce terrain est disponible et que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. » Pour quelque chose de significatif, Camille regarda ses parents avec espoir. « On peut au moins y réfléchir ?» Sophie et Antoine échangèrent un regard. Ces dernières semaines, tout en veillant sur Camille à l'hôpital, ils s'étaient progressivement rapprochés. De longues conversations durant les nuits de veille, des souvenirs partagés du bal, des projets hésitants pour l'avenir, tout cela s'était déroulé naturellement, sans pression. « Peut-être, » répondit Sophie avec prudence, « devrions-nous d'abord nous concentrer sur ton rétablissement complet. Ensuite, nous pourrons discuter de projets de maison. »« Mais je suis déjà rétablie, » protesta Camille. « Le docteur Lefebvre a dit que je pourrais même reprendre les cours de natation la semaine prochaine. Sous surveillance et avec des précautions spéciales, » compléta Antoine, endossant instantanément son rôle de père protecteur. Claire, qui était venue aider pendant la convalescence, observait la scène avec satisfaction. « Tu sais, Camille, » commenta-t-elle, « ta mère était comme ça aussi quand elle avait une idée en tête. Elle ne s'arrêtait pas avant de l'avoir concrétisée. »« Comme le jour du bal ?» demanda Camille avec innocence, faisant échanger aux adultes des regards surpris. « Comment ça, ma chérie ?» demanda Sophie. « J'ai trouvé cette photo hier en rangeant mes dessins. » Sortit Camille une vieille photographie de son dossier. C'était la photo du bal masqué, la même que Nicolas avait utilisée pour sa tentative de chantage. Mais, au lieu d'être menaçante, elle semblait désormais un beau souvenir, un instant figé dans le temps qui avait changé toute leur vie. « Où as-tu eu ça ?» demanda Antoine avec douceur. « Grand-mère Élodie me l'a donné » répondit simplement Camille. « Elle a dit qu'il était temps que je connaisse l'histoire complète de ma famille. » Sophie regarda Élodie, surprise et émue. La matriarche des Dubois haussa simplement les épaules, mais ses yeux étaient humides. « Parfois, dit Élodie, il faut perdre un masque pour trouver son vrai visage. » L'automne était de retour à Lyon, teintant la ville de nuances dorées qui rappelèrent le masque que Sophie avait porté cette nuit-là, 8 ans plus tôt. Dans la salle de réunion de l'entreprise Dubois, elle présentait le projet final du jardin thérapeutique inspiré par Camille. Comme vous pouvez le voir, expliqua Sophie au conseil d'administration, cet espace est conçu non seulement comme un espace vert, mais aussi comme un centre de soins et de vie pour les enfants souffrant de troubles respiratoires. Antoine, assis aux côtés de sa mère, regardait avec fierté tandis que Sophie menait la présentation. Ces dernières semaines, après la sortie de Camille, ils avaient trouvé un rythme de vie naturel. Les dimanches matins étaient consacrés à des visites de parcs et de musées d'architecture, les après-midi à élaborer des projets en famille, et les soirées se terminaient souvent avec tous les trois penchés sur des plans et des maquettes dans le salon. Le projet intègre des éléments de biophilie, poursuivit Sophie en projetant des images détaillées. Chaque espèce végétale a été sélectionnée non seulement pour ses propriétés thérapeutiques,
mais aussi pour sa capacité à créer des microclimats favorables. « Et qui a développé ce système de ventilation naturelle ?» demanda l'un des directeurs, impressionné par les détails techniques. « Ce fut une collaboration. » sourit Sophie, regardant vers la porte où Camille venait d'entrer avec Claire. « Ma fille a eu l'idée initiale basée sur sa propre expérience en tant que patiente. » Camille, qui respirait bien mieux grâce au traitement, s'avança avec assurance. Vêtue d'une tenue miniature reprenant le style professionnel de Sophie, elle expliqua sa partie du projet avec une aisance surprenante. « Vous voyez ces ouvertures ici ?» montra-t-elle sur le projet. « Elles sont positionnées pour créer un flux d'air qui aide à la respiration, sans faire de courant désagréable. J'ai testé le concept dans ma chambre d'hôpital. » Élodie, qui gardait habituellement une expression sérieuse, ne put réprimer un sourire fier. Sa petite fille n'avait pas seulement hérité du talent de ses parents, mais elle montrait aussi une sensibilité unique pour comprendre les besoins réels des gens. Après la présentation, tandis que les directeurs discutaient des détails, cas technique, Camille s'approcha d'Antoine avec une enveloppe à la main. « Papa » appela-t-elle, le mot lui venait maintenant naturellement. « J'ai trouvé un autre vieux souvenir de maman. » Dans l'enveloppe se trouvait une serviette du Palais des Arts avec un croquis rapide réalisé pendant le bal masqué. C'était un dessin du jardin suspendu qu'Antoine avait décrit cette nuit-là, capturé par la main de Sophie pendant leur conversation. « Ta mère a gardé ça tout ce temps ?» demanda Antoine, ému. « Je l'ai trouvé dans une vieille boîte », expliqua Camille. Il y avait une date écrite au dos et une phrase. « Les rêves partagés ont plus de chances de se réaliser. » Sophie, qui s'approchait après avoir terminé avec les directeurs, rougit en reconnaissant la serviette. « Je n'arrive pas à croire que tu aies trouvé ça. » « En fait, » intervint Élodie en rejoignant le groupe, « c'est moi qui ai suggéré à Camille de fouiller dans les vieilles boîtes. J'ai pensé qu'il était temps de réunir le passé et le présent. » Claire, qui observait la scène, ne put s'empêcher de commenter. « Qui aurait cru que cette nuit au bal nous s'amènerait jusqu'ici ?» En parlant de bal, s'enthousiasma Camille, « Mamie m'a dit qu'il y en aura un autre le mois prochain. On peut y aller, s'il te plaît ?» Antoine et Sophie échangèrent un regard surpris. « Un autre bal masqué ?» demanda Sophie. « En réalité, » expliqua Élodie, « c'est une tradition que j'avais interrompue après cette nuit. Mais peut-être est-il temps de la reprendre, avec quelques modifications, bien sûr. » « Quelle sorte de modifications ?» demanda Antoine, intrigué. « Pour commencer, » sourit Élodie, « cette fois, ce sera un bal caritatif. Tous les bénéfices seront destinés à la construction du jardin thérapeutique et à la création d'un fonds pour le traitement des enfants souffrant de problèmes respiratoires. » Camille battit des mains, ravie. « Je peux aider à décorer. J'ai plein d'idées pour intégrer des éléments du jardin dans la décoration du bal. » Sophie serra sa fille dans ses bras, le cœur débordant de joie. « Bien sûr, mon amour, mais d'abord, » elle regarda Antoine avec un sourire complice. « Et si nous montrions à mamie Élodie l'autre projet sur lequel nous travaillons ?» Le soleil de l'après-midi baignait le terrain à côté du parc écologique, créant de longues ombres entre les arbres centenaires. Sophie, Antoine et Camille avaient emmené Élodie voir l'endroit où ils envisagèrent de construire, non seulement une maison, mais le symbole de leur famille réunie. « Ici », expliquait Camille avec enthousiasme, en courant à travers le terrain avec une énergie qui semblait impossible quelques mois auparavant, ce sera l'espace de vie principal, avec un double plafond et des fenêtres du sol au plafond pour profiter de la vue sur le parc. Élodie observait sa petite fille avec un mélange d'admiration et de nostalgie. « Elle me rappelle tellement ton enfance, Antoine, toujours à courir avec des plants et des plantes sous le bras. Sauf qu'elle a plus de talent, » plaisanta Antoine, mais sa fierté était évidente. Sophie déroula les plans préliminaires sur une table improvisée. Le projet qu'elle et Camille avaient développé ensemble, avec quelques contributions occasionnelles d'Antoine, était une fusion harmonieuse de styles et de besoins. Nous avons gardé l'idée originale de Camille d'intégrer des espaces pour tous, expliqua Sophie, mais nous l'avons adaptée pour inclure un plus grand atelier où elle pourra développer ses projets avec nous. Et nous n'avons pas oublié ton jardin d'herbes médicinales, mamie, ajouta Camille, prenant Élodie par la main pour lui montrer l'emplacement prévu, comme celui que tu avais quand papa était petit.
La matriarche des Dubois resta silencieuse un instant, absorbant non seulement les détails du projet, mais aussi la signification profonde de ce qui se passait ici. Sa famille, qu'elle avait tant cherché à contrôler et à protéger, avait trouvé son propre chemin vers le bonheur. « Tu sais, » finit par dire Élodie, « ton grand-père disait toujours que les grands projets ont besoin de grands rêves pour les soutenir. » « Comme le rêve du jardin suspendu ?» demanda Camille, faisant référence à l'histoire qu'elle connaissait désormais si bien. « Exactement, » sourit Élodie. « Parfois, nous avons besoin d'un masque pour avoir le courage de rêver. Mais c'est quand nous enlevons les masques que les rêves commencent vraiment à se réaliser. » Antoine s'approcha de Sophie, entrelaçant discrètement ses doigts avec les siens. Ces dernières semaines, leur relation avait fleuri naturellement, construite sur une base solide de respect mutuel et d'amour partagé pour Camille. En parlant de masques, commenta Sophie. Camille a une surprise pour le bal caritatif. La fillette courut vers son sac et en sortit un dessin soigneusement protégé. C'était le projet de décoration pour le bal où des éléments architecturaux se mêlaient à des motifs de jardin suspendus. « Tu vois ces structures flottantes ?» s'exclama Camille avec enthousiasme. « Elles sont inspirées du projet de papa. Et ces fleurs ici, ce sont les mêmes que maman avait dessinées sur cette serviette du bal. »« Et cet espace ici ?» demanda Élodie, en désignant un espace circulaire au centre de la salle. « C'est une réplique miniature du jardin thérapeutique, » expliqua Camille. « Comme ça, les gens pourront voir à quoi il ressemblera une fois terminé. Et regarde !» Elle tourna la page, révélant plus de détails. Chaque table aura une maquette d'un bâtiment célèbre, comme la collection de papa. Sophie remarqua qu'Antoine essuyait discrètement une larme. Votre fille avait réussi à capturer et à unir des éléments significatifs de l'histoire de chacun en un seul projet. Alors, demanda Camille, regardant sa grand-mère avec espoir. On peut utiliser mon projet pour la décoration ? Élodie prit la petite fille dans ses bras, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire quelques mois auparavant. Ma chérie, je crois que tu viens de devenir la directrice créative officielle du bal caritatif des Dubois. Comme mamie est la directrice de l'entreprise ? Demanda Camille, enthousiaste. Eh bien, sourit Élodie, échangeant un regard significatif avec Sophie et Antoine. Il est peut-être temps de penser à une nouvelle génération de dirigeants pour l'entreprise. Après tout, les grands empires ont besoin de fondations solides et de cœurs encore plus forts. Le Palais des Arts resplendissait sous les lumières de la soirée de gala. La décoration imaginée par Camille avait transformé la salle en un jardin enchanté, avec des structures flottantes mêlant architecture et nature. Au centre, la maquette du jardin thérapeutique attirait l'attention des invités, émerveillés par la sophistication du projet. Sophie ajustait sa robe rouge, un choix délibéré qui n'avait échappé à personne connaissant son histoire. Cette fois, cependant, elle ne portait pas de masque. Son visage était radieux, reflétant le bonheur qui emplissait désormais sa vie. « Maman !» cria Camille en courant vers elle, magnifique dans sa robe bleu ciel. « Viens voir, les gens adorent le projet du jardin. » Antoine s'approcha, élégant dans son smoking, portant une petite boîte. « Camille, je crois qu'il est temps de donner ce cadeau spécial à ta mère. » La petite fille battit des mains, excitée. « Je peux le lui donner ?» Sophie observa, intriguée, tandis que sa fille ouvrait la boîte avec une révérence solennelle. À l'intérieur se trouvait un masque doré, identique à celui qu'elle avait porté 8 ans plus tôt. « Mais comment ?» demanda Sophie émue. « J'ai gardé ton masque original toutes ces années, » révéla Élodie, rejoignant le groupe. « Je l'ai trouvé dans le salon après ton départ précipité ce soir-là. Quelque chose me disait qu'il serait important un jour. »« Et regarde, maman, » montra Camille un détail sur le masque. « J'ai gravé quelque chose de spécial dessus. » À l'intérieur du masque, délicatement gravé, se trouvait la phrase « Les rêves partagés ont plus de chances de se réaliser. Famille Dubois-Laurent. » « Famille Dubois-Laurent » demanda Sophie, regardant Antoine. Il sourit, nerveux. « En fait, il y a un autre cadeau que nous aimerions te faire. » Faisant un signe à Camille, qui courut chercher quelque chose caché derrière l'une des colonnes décorées. La fillette revint en portant une maquette, une réplique parfaite de la maison qu'ils avaient conçue ensemble. Mais il y avait quelque chose de différent.
Dans le jardin miniature, une petite scène était montée, 2 figures adultes et un enfant, avec un minuscule anneau de diamant posé à côté d'eux. Sophie porta les mains à sa bouche, surprise, tandis qu'Antoine s'agenouillait à ses côtés. « Il y a 8 ans, dans cette même salle, j'ai trouvé mon âme sœur, mais je l'ai perdue à cause des circonstances du destin, » commença-t-il, la voix empreinte d'émotion. « L'univers nous a offert une seconde chance, nous donnant notre merveilleuse Camille. Maintenant, je veux poser la question que j'aurais dû poser cette nuit-là. Sophie Laurent, acceptes-tu de construire le reste de notre vie ensemble ?» Camille retenait son souffle, ses yeux verts brillants d'attente. Élodie, à la surprise, Générale semblait elle aussi émue, essuyant discrètement une larme. « Oui, » répondit Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « 1000 fois oui. » La salle éclata en applaudissements. Apparemment, tous les invités s'étaient arrêtés pour assister au moment. Claire, qui photographiait tout, ne pouvait contenir ses larmes de joie. « Maintenant, nous sommes officiellement une famille », s'exclama Camille en laçant ses parents. « À vrai dire, » intervint Élodie avec un sourire énigmatique, « j'ai une autre annonce à faire. » Elle fit un signe, et l'un des serveurs apporta une grande chemise arborant le logo de l'entreprise du bois. « Qu'est-ce que c'est, maman » demanda Antoine, curieux. « Les documents officiels transférant la présidence de l'entreprise à toi et Sophie, » répondit Élodie. « Ensemble. Je crois qu'il est temps que la nouvelle génération prenne les rênes, une génération qui comprend que les grands empires se construisent non seulement avec du béton et de l'acier, mais avec de l'amour et une vision. » Sophie et Antoine échangèrent un regard, surpris par l'ampleur du moment. Camille, percevant l'importance de ce qui se passait, attrapa ses planches à dessin. « J'ai déjà une idée, » s'écria-t-elle. « Je vais commencer à dessiner le nouveau bureau de la présidence. Il y aura de la place pour nous 3, un mur entier pour accrocher les projets et... » Tous rirent de l'enthousiasme de la fillette qui commençait déjà à griffonner ses idées. La musique commença à jouer, la même valse qu'il y a 8 ans. « Me fais-tu l'honneur de cette danse ?» demanda Antoine à Sophie, tendant la main là toujours, répondit-elle, rangeant le masque doré. Elle n'en aurait plus besoin. Son vrai visage, rayonnant de bonheur, était tout ce qu'elle voulait montrer au monde. 1 an plus tard, le jardin thérapeutique était sur le point d'être inauguré. Le projet, qui avait commencé comme un rêve partagé lors d'une nuit de bal masqué, s'élevait désormais majestueusement à côté du parc écologique, ces structures vertes s'intégrant parfaitement au paysage naturel. Sophie était dans son nouveau bureau chez Entreprise du Bois, désormais du Bois Laurent, en train de finaliser les derniers détails pour la cérémonie d'inauguration. Sur le mur derrière son bureau, la serviette du bal avec l'esquisse originale du jardin suspendu était encadrée à côté du masque doré, des souvenirs du passé qui avaient pavé la voie vers l'avenir. « Maman !» Camille entra en courant, portant sa dernière maquette. « J'ai terminé mon projet pour mon premier concours junior d'architecture. » À 10 ans maintenant, Camille était devenue une petite célébrité dans le monde de l'architecture pour enfants. Son talent naturel, combiné à son expérience personnelle en tant que patiente, avait apporté une perspective unique au projet du jardin thérapeutique, déjà étudié comme modèle dans d'autres villes. Antoine entra peu après, portant des plans et des documents. « Tout est prêt pour demain », annonça-t-il en embrassant tendrement Sophie. « Les premiers patients commenceront leur traitement la semaine prochaine. »« Et la surprise de mamie ?» demanda Camille, impatiente. « Bien gardée », fit Antoine en clignant de l'œil. « Elle va adorer. » La surprise en question était un espace spécial du jardin dédié à Élodie. Une zone qui reproduisait exactement le jardin de plantes médicinales qu'elle entretenait quand Antoine était enfant. La matriarche des Dubois, qui avait d'abord résisté à tant de changements, était désormais l'une des plus grandes enthousiastes du projet, participant activement aux initiatives sociales de l'entreprise. « Vous savez, » commenta Camille en rangeant sa maquette, « l'autre jour, le professeur nous a demandé d'écrire sur notre endroit préféré au monde. Tout le monde a parlé de parcs d'attractions et de plages, mais moi, j'ai écrit sur notre jardin. »« Et pourquoi ?» demanda Sophie, curieuse. « Parce qu'il raconte notre histoire, » répondit simplement Camille. « Chaque plante, chaque chemin, chaque banc a été pensé avec amour. C'est comme si chaque petit morceau gardait un peu de nos rêves. » Antoine serra sa fille dans ses bras, fier. «
et dire que tout a commencé avec un dessin de toi à la fête des sciences. En fait, corrigea doucement Sophie, ça a commencé avec une danse lors d'une nuit de bal masqué. Et ça va continuer, ajouta Camille en montrant son nouveau projet. Parce que maintenant je dessine des jardins suspendus pour les hôpitaux enfants. Le docteur Lefebvre a dit qu'elle m'aiderait pour la partie médicale du projet. Le téléphone sonna. C'était Claire, désormais directrice de la communication de l'entreprise, avec les dernières nouvelles sur l'inauguration. « Vous n'allez pas croire, dit-elle avec enthousiasme, mais nous avons déjà une liste d'attente d'autres villes qui veulent reproduire le projet. » Sophie regarda par la fenêtre de son bureau, où elle pouvait voir le jardin thérapeutique s'étendre dans toute sa splendeur. Les structures vertes s'entrelaçaient harmonieusement, créant des espaces de guérison et d'espoir. En arrière-plan, la construction de leur maison familiale était presque terminée, un projet que Camille tenait à superviser personnellement, s'assurant que chaque détail correspondait à ses dessins originaux. « Maman !» appela Camille, tirant Sophie de ses pensées. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr, mon amour. Si tu pouvais revenir à cette soirée de bal, changerais-tu quelque chose ?» Sophie regarda sa famille, Antoine devenu non seulement son époux mais son partenaire à tous égards. Camille, sa petite architecte qui avait si parfaitement uni leur monde, vers la photo d'Élodie au mur, désormais une grand-mère fière et sage conseillère. « Non, » répondit-elle avec conviction, « chaque instant, chaque choix, chaque défi nous a menés ici. Et ici est exactement où nous devons être. » Antoine s'approcha, les enlaçant toutes deux. « Tu sais ce que ton grand-père disait toujours, Camille, que la vraie architecture n'est pas faite que de murs et de plafonds. Elle est faite de rêves et de cœurs, » compléta Camille, une phrase devenue la devise non officielle de la famille. Dehors, le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de tons dorés évoquant un certain masque. Dans le jardin, thérapeutique, les premières lumières s'allumaient, créant un spectacle d'ombres et lumières dansant entre les structures végétales, comme un éternel bal masqué de la nature. Le matin de l'inauguration du jardin thérapeutique se leva sur un ciel parfaitement bleu au-dessus de Lyon. Sophie se tenait devant le miroir, ajustant son blazer, quand elle trouva dans sa poche la vieille serviette du bal, celle où elle avait esquissé les premiers croquis du jardin suspendu, 9 ans plus tôt. « J'ai pensé que tu aimerais la voir aujourd'hui », sourit Antoine en entrant dans la chambre. « Je l'ai retrouvée avec le masque doré. » Camille fit irruption dans la pièce, déjà vêtue de son tailleur sur mesure, une véritable mini-directrice. Mamie Élodie est arrivée, et elle a apporté une énorme surprise. Au rez-de-chaussée de leur nouvelle maison, où ils venaient d'emménager depuis 2 semaines, Élodie attendait avec un sourire énigmatique. À ses côtés, une grande boîte d'anciens documents reposait sur la table. « J'ai pensé qu'aujourd'hui serait le jour parfait pour ça », annonça la matriarche en ouvrant la boîte. « Ce sont tous les projets originaux de ton grand-père, Antoine, y compris certains rêves qu'il n'a jamais pu réaliser. » Camille plongea dans les documents avec fascination, ses yeux verts brillants en découvrant des croquis et plans de projets visionnaires. « Regardez, papy voulait aussi créer des jardins suspendus et des hôpitaux différents, plus joyeux. Ton grand-père disait toujours que l'architecture n'était pas qu'une question de bâtiment, expliqua Élodie, la voix douce de souvenir. C'était une question de possibilités à construire. » Sophie prit un des projets, étonnamment similaire au jardin thérapeutique qu'ils inaugureraient ce jour-là. « C'est incroyable comme certaines idées traversent les générations », commenta-t-elle émue. « Et elles continueront de traverser », déclara Camille avec conviction, triant déjà quelques dessins qui l'inspiraient. « Je peux utiliser certaines de ces idées pour mon prochain projet ?»« Le prochain projet ?» demanda Antoine curieux. « C'est vrai, je dessine une école spéciale avec des espaces adaptés pour les enfants ayant différents besoins. Le docteur Lefebvre m'aide encore avec la partie médicale. » Claire arriva à ce moment-là, apportant les dernières confirmations pour la cérémonie. « Vous n'allez pas me croire, mais nous avons déjà des représentants de 5 pays qui veulent découvrir le projet. » Le jardin thérapeutique était devenu bien plus qu'un simple projet architectural. C'était un symbole de la façon dont les rêves personnels pouvaient se transformer en bénéfices pour toute une communauté. « Il y a une chose que je voulais vous montrer avant de partir, » dit Camille en courant vers sa chambre. Elle revint avec une chemise remplie de nouveaux dessins. « C'est une surprise que je gardais secrète. »
C'était un des projets pour l'extension du jardin thérapeutique, pas seulement en taille, mais en concept. Camille avait dessiné des versions adaptées à différents contextes. Écoles, hôpitaux, centres communautaires. Dans chaque croquis, l'essence du projet original était présente, mais avec des touches uniques qui démontraient sa maturité grandissante en tant qu'architecte. « Vous voyez ces zones ici ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. « Ce sont des espaces où les enfants peuvent apprendre l'architecture tout en se soignant. Et ici, un endroit spécial pour raconter des histoires, parce que chaque construction a une histoire, n'est-ce pas ?» Sophie et Antoine échangèrent un regard ému. Leur fille n'avait pas seulement hérité de leur talent, elle avait développé une vision unique qui unissait le meilleur de deux avec quelque chose qui lui était propre. « Tu sais, » commenta Élodie en observant les dessins de Camille, « il y a une ancienne tradition dans la famille Dubois. Chaque génération doit laisser sa marque, sa contribution pour l'avenir. Ton grand-père a posé les fondations de l'entreprise. Moi, j'ai élargi les horizons des affaires. Tes parents, sourit-elle en regardant Antoine et Sophie, unissent architecture et humanité. Et toi, ma chérie, tu commences déjà à bâtir ton propre héritage. » Camille serra sa grand-mère dans ses bras, puis courut vers la fenêtre qui donnait sur le jardin thérapeutique. Le soleil matinal illuminait les structures végétales, créant un spectacle de lumière et d'ombre qui semblait danser entre les plantes, comme des masques naturels jouant avec la clarté. « C'est l'heure » Shawn annonça Claire doucement. Les invités commencent à arriver. Tandis que la famille se préparait à sortir, Sophie remarqua sa fille apporter une dernière retouche à son projet le plus récent. En haut de la page, d'une écriture soignée, Camille avait écrit « Parce que certains rêves sont trop grands pour être rêvés seuls ». Le jardin thérapeutique resplendissait sous la lumière du crépuscule. La cérémonie d'inauguration avait été un succès retentissant, avec des autorités, des médecins et surtout des dizaines de familles et leurs enfants, tous émerveillés par cet espace promettant d'allier guérison et beauté. Camille, qui avait tenu à être l'une des guides officielles de la visite inaugurale, expliquait avec aisance chaque détail du projet aux visiteurs. Ces explications techniques, mêlées à des histoires personnelles tirées de sa propre expérience en tant que patiente, captivaient tout le monde. « Et ici, disait-elle avec une fierté particulière, voici le jardin de grand-mère. Élodie, avec toutes les plantes médicinales qu'elle utilisait pour aider mon père quand il était petit. » Élodie, qui observait sa petite fille de près, ne pouvait contenir un sourire de fierté. La jeune fille avait hérité non seulement du talent architectural de ses parents, mais aussi d'une capacité unique à connecter les gens à travers les espaces. Après la clôture officielle des activités, alors que le soleil commençait à se coucher, la famille resta dans le jardin. Sophie et Antoine marchaient main dans la main le long des sentiers sinueux, se remémorant chaque moment qui les avait conduits là. « Tu te souviens de la première fois où nous avons parlé d'un jardin suspendu ?» demanda Antoine, s'arrêtant. « Près d'une pergola recouverte de jasmin. »« Au bal » répondit Sophie en souriant. « Tu as dit que tu rêvais de créer un endroit où les gens pourraient toucher le ciel sans quitter le sol. Point, tu l'as dessiné sur une serviette, ajouta-t-il. Je n'aurais jamais imaginé que ce croquis deviendrait tout ça. » Camille les rejoignit, portant son inséparable carton à dessin. « Regardez ce que j'ai dessiné pendant l'inauguration !» s'exclama-t-elle en montrant une nouvelle esquisse. C'était une vue aérienne du jardin thérapeutique, mais avec un détail spécial. Les visiteurs y étaient représentés comme de petits points de lumière, reliés par des lignes dorées. « Qu'est-ce que ces lignes, ma chérie ?» demanda Sophie, intriguée. « Ce sont les histoires, » expliqua simplement Camille. « Chaque personne qui vient ici apporte une histoire, et quand elles se rencontrent, leurs histoires se connectent. Comme pour vous au bal. » Élodie, qui s'approchait avec Claire, entendit l'explication de sa petite fille. « Tu sais, Camille, ta mère et ton père n'étaient pas les seuls à porter des masques cette nuit-là. »« Comment ça, mamie ? Nous portions tous des masques, d'une manière ou d'une autre, » expliqua la matriarche. « Je portais le masque de la rigidité, croyant que c'était la seule façon de protéger notre famille et notre héritage. Ton père portait le masque du succès entrepreneurial, cachant ses vrais rêves. Ta mère, je portais le masque de la peur, compléta Sophie doucement. La peur de ne pas être acceptée, de ne pas être à la hauteur. Mais maintenant, plus personne n'a besoin de masque, conclut joyeusement Camille. Antoine serra sa fille dans ses bras.
Et ça, mon amour, est le plus beau. Cadeau que tu nous aies fait. Tu nous as appris à être vrais, à construire non seulement avec du béton et du verre, mais avec de l'amour et de la vérité. Le ciel était maintenant teinté de rose et d'or, offrant un spectacle naturel qui semblait célébrer ce moment. Les premières étoiles commençaient à apparaître, se reflétant dans les miroirs d'eau du jardin. « Vous savez quoi ?» commenta Camille, regardant le ciel. « Je crois que j'ai compris pourquoi les gens ont parfois besoin de masques. C'est comme quand on dessine. D'abord on fait un croquis, puis un autre jusqu'à trouver le projet parfait. Les masques sont comme des croquis de nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on trouve notre vrai visage. » Claire, qui avait immortalisé chaque instant de cette journée en photo, montra sa dernière capture, la famille réunie, avec le jardin thérapeutique en arrière-plan, tous souriant sans retenue, sans masque, simplement tels qu'ils étaient. Vraiment. Et vous savez quelle est la meilleure partie ? Poursuivit Camille, ses yeux verts brillants de la sagesse unique des enfants. Même sans masque, on peut encore danser, comme vous l'avez fait au bal, comme les plantes dansent avec le vent ici dans le jardin, comme les histoires dansent quand elles se rencontrent. Sophie et Antoine échangèrent un regard complice. Sans un mot, ils commencèrent à danser là, sous le ciel étoilé, dans le jardin né d'un rêve partagé. Camille les rejoignit vite, tournoyant avec son carton à dessin, tandis qu'Élodie et Claire les observaient, émues. Et ainsi, dans le jardin qui unissait passé et futur, rêves et réalités, la famille dansait sa propre valse de la vie.